Donc, bienvenue tout le monde au quatrième épisode de la sixième saison des événements Physio Bistro. On commence bien entendu avec notre présentation de commanditaire. On débute avec Adatech et son populaire logiciel Clinic Master, au-dessus de 20 ans d'expérience. Ils sont dans le domaine de la physiothérapie depuis très longtemps pour vous accompagner. Ils veulent comme client avoir autant, oui, les grosses bannières qui signent des ententes avec eux, mais tous les petites cliniques en devenir qui veulent prendre l'expansion, qui veulent faire progresser la physiothérapie, ils sont là pour vous accompagner dans le processus. Dès le jour 1, ils veulent s'assurer, ils savent que vous êtes des cliniciens, ils veulent s'assurer que l'expérience est le moins de friction possible. Ils détachent leurs grosses solutions numériques allant jusqu'à l'intelligence artificielle, le positionnement Google, les horaires, la tenue de dossier électronique, tout ça, mais ils peuvent vous faire des petits modules adaptés pour vous, puis même en passant, même si vous êtes au public, puis vous êtes encore en tenue de dossier papier, tout ça, ben, vous pouvez faire appel au service de Clinic Master, allez les voir sur leur site web, c'est une compagnie qui évolue très bien au fil du temps. Puis, deuxième commanditaire, mes amis chez Atlas Medic, avec leur programme de formation MedicVox, dont notre expert interviewé de ce soir, Dominique Labelle, a maintenant une formation présentielle avec eux d'un jour. Vous pouvez aller voir ça, bien entendu, Google. Et puis, eux, ils ont un item qui est bien populaire ces temps-ci, qui est tendance, le BFR, l'entraînement par restriction de flux sanguin. Donc, c'est un appareil que vous pouvez essayer via leur service, mais surtout, avant d'essayer quelque chose, pourquoi pas assister à une formation. Donc, on a Vincent Baudouin-Hamel qui donne la formation. Il va la donner pour la toute première fois le 10 octobre prochain à Québec et puis début 2026 à Montréal. Donc, si vous voulez être à l'affût des nouvelles technologies pour l'entraînement au niveau renforcement, ben, allez voir ça. Puis en plus, j'avais fait une entrevue avant les fêtes avec Jonathan Pelletier-Ouellet à propos de cet appareil-là. Vous pouvez aller voir, c'est gratuit sur la page Réseau Physio. Et puis, ben, ce qu'ils veulent vous dire aussi, c'est que avec Atlas, c'est pas juste un programme de formation, c'est aussi des fournisseurs d'équipements orthopédiques qui vous accompagnent avec tout l'équipement qui sont dans vos cliniques de physiothérapie. Ils ont maintenant 5 techniciens depuis les 2 dernières années. Le recrutement a fonctionné. Donc, ils peuvent se déplacer en région, ils peuvent se déplacer dans vos cliniques pour faire la maintenance, le calibrage de vos appareils, communiquer avec eux pour en savoir plus. Surtout, dites-leur que vous êtes de Physio Bistro. Et puis, dernièrement, les derniers non les moindres, services d'électrothérapie, 7 pour les intimes. Puis, bon, le représentant Kevin, qui est souvent sur la route, il était d'ailleurs à Physio 360 avant les fêtes. Il se promène aux 4 coins du Québec. En passant, ils ont des représentants régionaux un peu partout. Puis, j'ai demandé, ben, lui, il aime ça, personnaliser les messages, vous parler directement, là, puis ça va lui faire plaisir de communiquer avec vous d'ailleurs. Son message pour vous ce soir, je vais le citer parce que c'est bien écrit. Seth aimerait rappeler que la stimulation des multifit, jumelée à la contraction active, peut être une modalité de choix pour optimiser la réadaptation des patients. Par ailleurs, même en termes de gestion de la douleur, le TENS a été démontré plus efficace que les AINS, l'ibuprofène et l'acétaminophène, et ce, avec moins d'effets secondaires. Vous pouvez écrire à votre responsable régional si vous voulez en discuter plus en détail. Donc, une façon assez simple de les rejoindre, info@commercialcanada7.com. Info@commercialcanada7.com. Puis, l'avantage avec eux, c'est si un client vous dit « Bon, ça, le courant, penses-tu que ça pourrait m'aider? » Ben, oui, on peut l'essayer dans la clinique, mais après ça, pour une prise en charge complète, puis un suivi de la personne, ben eux, ils ont des représentants technologues en physiothérapie, physiothérapeutes qui peuvent accompagner le patient dans l'expérience pour pas qu'il fasse à peu près n'importe quoi. C'est pas juste des vendeurs de machines, là, ils vont vous accompagner, ils vont vous aider à être des alliés au niveau de la réadaptation puis de la gestion de douleur de votre client. Donc voilà pour la présentation des 3 commanditaires. Maintenant, tel que promis, on va au vif du sujet. La salle se réchauffe. Bonjour tout le monde. Bonjour. Avec grande fierté que j'ai trouvé un épisode, appelons ça de remplacement, parce que initialement, le 4e épisode de la 6e saison, c'était supposé être avec Madame la présidente de l'OPPQ, Madame Manon Dufresne, à propos de l'intelligence artificielle. Et puis, j'avais annoncé là, sur les médias sociaux qu'elle avait eu un petit pépin de santé. Donc,
soudainement, j'avais rencontré Dominique il n'y a pas longtemps à Montréal sur le congrès, le symposium de la QPMA, pardon. Et puis, on avait eu un bel échange, puis on avait terminé ça en disant, ouais, un jour, ça pourrait être intéressant de faire une entrevue à propos de la stabilisation lombaire. Puis là, ben, quand est venue l'idée de faire un plan B, un plan de remplacement, ben, je me suis dit, bon, j'ai un remplaçant de qualité, on va de l'avant avec ça. C'est bien fin, merci. Nick a accepté le défi à très, très court préavis, ça, je dois vous le dire, puis je te remercie grandement pour ça. Plaisir. Merci à toi. Donc, Dominique, tu es habitué des événements, des interviews Physio Bistro. Tu sais que c'est pas une présentation devant un podium avec un PowerPoint. On est vraiment plus en style podcast, comme si on va manger au restaurant ensemble. Donc, j'aimerais savoir, comme avec chaque invité que j'ai rencontré, c'est le 27e invité en passant au fil du temps. Et puis, j'aimerais savoir où est-ce que tu as grandi, qu'est-ce qui fait que tu as développé une passion pour la physiothérapie, et puis qu'est-ce qui fait que tu as trouvé une niche là, au niveau du corps, de la stabilisation lombaire. Mais merci beaucoup, Jeff, pour l'introduction et l'invitation, bien sûr. Puis, en effet, je me rappelle, on avait fait une entrevue déjà en 2021. Ça va très vite, j'ai l'impression que ça fait 2 ans. Ça me fait plaisir d'être là. Puis, on avait parlé des exercices dans le passé. Fait que je suis content d'être encore plus précis sur la stabilité lombaire. Puis, pour répondre à ta question, en fait, moi, j'ai grandi à Longueuil, donc sur la rive sud de Montréal. Et puis, j'ai tout le temps été actif. J'ai tout le temps bougé, tu sais. Puis, moi, plus jeune, quand j'étais au cégep, je m'entraînais beaucoup au gym. Je faisais beaucoup d'exercices. Puis, j'avais tout le temps ce réflexe-là d'aller voir les gens puis de vouloir les aider aussi avec leur technique d'entraînement, tout ça. Puis, dans ma famille, ils ne sont pas super sportifs. C'est beaucoup une famille un peu plus intellectuelle, si on veut. Puis, je ne connaissais pas beaucoup ça, la physiothérapie. J'ai pas fait des sports d'équipe plus jeunes, par exemple, où j'ai pas eu affaire avec des physios. Puis, après, ben, au cégep, donc j'avais des amis qui allaient voir des physios des fois quand ils se blessaient. Puis je disais, aïe, c'était vraiment intéressant ce qu'il te fait faire. Je posais plein de questions. OK, t'as mal là, qu'est-ce qui te fait, tout ça. Fait, tout ça, j'ai appliqué en physiothérapie. Puis j'ai adoré les cours dès le début. Donc j'ai étudié à l'Université de Montréal. Puis j'ai gradué en 2013 de la maîtrise. Donc ça fait déjà plusieurs années. Puis j'ai tout le temps été un passionné de la physio puis de l'entraînement. Fait que c'est pour ça que je trouve ça le fun plaisant de parler de stabilité lombaire, ça vient me chercher beaucoup. J'ai un background un peu plus donc d'entraînement, de parcours, de gymnastique, escalade, plein de trucs comme ça avec le poids du corps, beaucoup de calisthénique aussi, où j'ai toujours fait de l'entraînement plus jeune. Je me rappelle à 10 ans, là, j'en faisais des chin-ups, je lisais les livres de Bruce Lee. Toi aussi, je suis sûr que tu as vu les films, probablement. Tu sais. C'est drôle que tu mentionnes ça parce que l'autre jour au travail, je mentionnais qu'il y avait deux grands profils de physiothérapeutes. T'en as ils ont plus de profil médical, médecin, puis là, soudainement, développent un intérêt pour la réadaptation physique. Et puis, un peu probablement comme moi puis toi, j'appelle ça des personnes de gym un peu plus qui se blessent puis là développent un intérêt pour la physiothérapie. Donc, je suis content de voir que tu es dans ma catégorie. Mais exact, tout à fait. Puis je trouve qu'il faut faire beaucoup de liens. Puis je me rappelle à l'université, les cours étaient très axés en effet sur médical, les pathologies, tout ça. Puis je trouvais ça super intéressant. J'ai tellement appris. Puis moi, je lisais beaucoup aussi même à l'université des physiothérapeutes ailleurs sur la planète qui mixaient beaucoup de l'entraînement aussi avec la physio. Puis même avec les profs, on avait des super bonnes discussions parce que les profs connaissaient énormément de choses sur plein de sujets. Puis des fois, j'apportais d'autres sujets, puis on faisait des liens, tout ça. Puis fait que c'était vraiment productif. Puis même j'avais des collègues étudiants on s'entraînait, on se partageait plein de connaissances. Fait que c'était vraiment très, très plaisant. Puis j'ai toujours continué de faire de l'entraînement, de la calisthénie, tout ça. J'ai fait beaucoup puis je fais beaucoup de charges aussi, bien sûr, pas juste des exercices poids du corps, mais avec mes patients, puis dans mes entraînements aussi, je mixe beaucoup du powerlifting, donc de la dynamophilie, que c'est des sports en force musculaire, squat, deadlift, bench press, le développé couché. Puis je trouve qu'on peut prendre un peu le meilleur de chacune des approches, finalement. Puis c'est ça, au travers des années, c'est des concepts que j'utilise avec mes patients, puis avec moi aussi dans mes entraînements, tu sais.
Et je dirais que c'est Ouais, comme assez historique. rien de mieux que de l'avoir fait toi-même ou d'avoir eu la blessure, d'avoir fait les expériences Exact. comment gérer ta blessure. Et puis, ben, bien entendu, on va cheminer maintenant vers la stabilisation lombaire. C'est pour ça que les gens sont venus nous entendre ce soir. Puis, je voulais savoir, parce que là, bon, il y a plusieurs façons d'appeler. On peut jouer au niveau de la sémantique. Là. Bon, est-ce qu'on parle de stabilisation lombaire, de contrôle moteur, de renforcement lombo-abdominaux pelvien. Donc, je Exact. veux t'entendre là-dessus. Je veux aussi t'entendre sur l'historique, parce qu'à un moment donné, tu sais, dans les années 80, ou peut-être avant, là, bon, j'étais pas là nécessairement, Moi non plus. mais il y a une devise qui est sortie. Bon, si tu as des bons abdominaux, tu vas avoir un bon dos. Exact. Puis là, ben, bien entendu, il y a toute une clinique, une science qui a évolué depuis ce temps-là. Donc, je veux t'entendre à ce sujet-là pour mettre la table. Oui, exact. Puis on parlait de la formation chez Atlas Médic que j'ai donnée récemment, qu'on va redonner bientôt aussi. Puis je trouve ça important de voir cette historique-là, d'où ça vient. Puis j'ai fait des bonnes recherches là-dessus. Puis des fois, c'est pas tout le temps clair non plus. Puis je pense qu'il y a comme un peu deux volets. Il y a le volet vraiment en physiothérapie. Il y a une étude, c'est dans les années 90, en 96, je ne me trompe pas, avec Paul Hodges, que lui, c'est lui qui avait vu qu'il y avait un délai de contraction du transverse d'à peu près 50 millisecondes chez les lombalgiques par rapport aux gens qui n'ont pas de lombalgie, que le transverse contractait, mais il contractait plus en retard chez les lombalgiques. Puis après, en effet, le contrôle moteur, les exercices de contrôle moteur, tout ça, ça a été beaucoup plus étudié, puis à la mode, je me rappelle vers les années 2008, 2009, 2010, surtout autour de ça à peu près, me semble, ça a été donc de plus en plus populaire étudié. Fait que c'est un volet un peu plus physio. Puis après, il y a un volet un peu aussi en général. On parlait de Bruce Lee. Il y a quand même plusieurs figures des acteurs aussi, des athlètes. Arnold Schwarzenegger, Bruce Lee dans les années 70 aussi. Je pense à eux qui ont beaucoup popularisé l'entraînement quand même. Bruce Lee qui a amené les arts martiaux en Amérique, pas mal ici, popularisé ça. Arnold aussi qui a amené, Schwarzenegger qui a amené beaucoup le bodybuilding, le culturisme. Puis lui, ces deux personnes-là étaient reconnues aussi. Ils entraînaient beaucoup leur fameux corps. Tout ça, c'était quand même relativement nouveau cet entraînement-là. Avant, c'était pas aussi popularisé que quand il y a eu ces deux figures-là. Il y a eu d'autres choses aussi. Le Pilates, tout ça, dans les années 20, ça fait quand même longtemps qu'il a aussi popularisé ça. Fait que je pense que avec le temps, ça s'est très popularisé aussi le fameux core, autant en physio, puis en général dans le domaine des acteurs, tout ça. Puis, tantôt, on pourrait parler aussi des soulèvements de charge aussi. On parlait, je pense que c'est peut-être un peu plus dans les années 80, peut-être, ça a été populaire aussi. Garde ton dos droit. Bref, il y a eu plusieurs choses en même temps, pas mal dans ces années-là. Okay, on était à croiser des chemins. Puis là, en 2025, ben, c'est le temps de faire du ménage dans tout ça, mettre les pendules à l'heure un petit peu. euh, Exact. puis je voulais que tu peut-être nous dresser un portrait des plus gros mythes, croyances que tu as entendus dans ta carrière à propos du corps, que ça vienne de tes patients, de d'autres cliniciens. On ne jugera pas personne aujourd'hui, mais le but, c'est de voir, bon, toi, qu'est-ce que tu entends le plus souvent, puis qu'est-ce que tu es d'accord, qu'est-ce que tu n'es pas d'accord. Exact. Bien, merci d'amener ce point-là. Puis je vais vous dire, je prétends pas d'avoir absolument raison dans tout. Donc, débattons. Chacun, on a nos points de vue, nos expériences, nos connaissances. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des suggestions, des commentaires à mettre. Soyons flexibles. Alors, s'il y a quelque chose aussi que je ne sais pas la réponse, on vous reviendra, bien sûr. Donc, débattons avec plaisir. Je dirais un mythe qu'on entend souvent. Je suis sûr que toi aussi, Jean-François, tu entends ça souvent, quasiment chaque jour. J'ai mal au dos. J'ai vu qu'il faut que je renforce mes abdos parce que j'ai des abdos faibles. Ça, on entend ça, je suis sûr. Tu fais oui de la tête. Les gens aussi doivent entendre ça beaucoup, qui est un mythe aussi, ça, vraiment un grand mythe, parce qu'on sait qu'il y a plein de gens qui sont pourtant très forts au niveau des abdominaux et pourtant qui ont des lombalgies, et vice-versa, des gens qui sont plutôt faibles dans les abdominaux et pourtant n'ont pas mal au dos. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon de faire du contrôle moteur, du corps, mais je dirais que ça, c'est un très grand mythe qu'on va pouvoir démystifier tantôt aussi. C'est vrai, en fait. Est-ce qu'au niveau scientifique, la corrélation, est-ce qu'elle a été établie? Ben,
je présume qu'elle a été établie au niveau de traitement à quelque part, puis là, je fais appel aux professeurs d'université, les chercheurs dans la salle là, qui pourraient écrire là-dessus, ce serait intéressant. Au niveau, oui, au niveau thérapeutique, c'est assez clair dans mon esprit que, bon, si tu fais du core, ta douleur peut diminuer progressivement. C'est pas tout le monde qui est chanceux à ce point-là. Au niveau préventif, un peu comme tu dis, il y a des gens qui sont top core, ils peuvent faire des planches pendant 4 minutes, puis ils barrent du dos 4 fois par année. Un peu comme Exact. tu l'as dit. Puis j'en avais vu une étude qui démontrait pour voir dans les soulèvements de charge, ça, de façon préventive, est-ce que les gens qui faisaient du renforcement d'abdominaux, tout ça, est-ce qu'il y avait moins tendance à se blesser, puis pas tant nécessairement, tu sais. Fait que c'est exact, c'est mêlant un petit peu, là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, mais je pense qu'après après les études, il faut regarder les populations, bien sûr, tout ça. Il y a des études qui sont en faveur, bien sûr, du contrôle moteur, du renforcement. Ça dépend aussi des études, de la clientèle, tout ça. Mais ça, c'est un grand mythe. Puis aussi, un autre qui est intéressant, si tu me permets qu'on emmène un autre, tu sais, le fameux mythe aussi de. Je trouve que c'est important de le dire dans le fameux, dans le corps, tout ça, ça aussi, j'entends ça beaucoup à chaque jour ou presque. Pourtant, j'ai mal au dos, pourtant, je plie mes genoux, je garde mon dos droit. Tu sais, c'est un peu une stabilité, ça. On parlait des fois du pelletage. Ça me fait penser à ça. Là, heureusement, il y en a moins de pelletage, mais on pourrait faire un lien avec le jardinage qui s'en vient bientôt aussi, où les gens ont dit je plie les genoux, je plie pas le dos, j'ai mal au dos. Un lien à aborder, là. Ben, écoute, tu vois, moi, on s'en était même pas parlé de celui-là, mais je seconde à 100% parce que je pense que c'est Bram Jam qui a popularisé ça, lui, dans ses cours. Il dit, la seule mauvaise posture, c'est celle-là que tu vas faire trop souvent. Ouais. Et puis, moi, j'ai tendance à être de cette école de pensée-là parce que j'ai vu des gens se créer, surtout, là, bon, que ce soit pour le pelletage, soulever des boîtes au sol ou même faire du deadlift. J'ai vu des gens beaucoup trop arquer leur dos vers l'arrière, se créer littéralement des syndromes facétaires. Exact. Après ça, tu sais, bon, euh, leur corps, tu l'évalues, il est super bon parce qu'ils font juste se bracer par, excusez-moi, j'y vais plusieurs anglicismes, mais j'y vais comme ça vient, on est sur Internet. Exactement. Ils font juste se bracer constamment toute la journée, voire même une certaine kinésiophobie d'un mouvement que c'est ancré en dedans d'eux depuis leur jeunesse. Et puis, c'est des gens, ces gens-là, cette catégorie-là, répond extrêmement bien à juste un petit peu de flexion répétée, que ce soit avec tes mains ou un exercice. Puis ça va super bien par la suite. Là, tu le réapprends. Puis bon, ben, dans la phase 2 du projet, oui, bon, tu vas faire de la mobilité en flexion parce que ça fait des années que tu n'en fais pas. Tu as perdu toutes ces reps-là à juste penser à ta posture pendant que tu faisais tout Exact. ton quotidien. La phase 2, ben, c'est qu'on va faire du core. Mais là, on va inclure de la flexion lombaire dans ton corps. Je suis tellement d'accord avec toi. Ouais. Excuse-moi, vas-y. Ah non, c'est bon, c'est Mais parfait. j'allais dire, c'est comme par exemple le Mackenzie qui peut être très très bon aussi, qu'on favorisait beaucoup l'extension, puis des fois les gens, on se rendait compte qu'on n'avait pas travaillé la flexion lombaire, puis que finalement on la perd si on la travaille pas. Puis j'aime bien ton point aussi de parler de la kinésiophobie, la peur du mouvement, puis qu'il y a beaucoup l'effet nocebo aussi qui vient avec la flexion lombaire, puis qu'on se fait dire depuis longtemps, on parlait dans les années 80, 90, surtout, ça a été très à la mode et encore beaucoup dans les usines, partout. Garde ton dos droit, plie les genoux, garde ton dos. C'est pas bon d'arrondir le dos. Et puis quand on se fait dire ça depuis longtemps, que c'est pas bon, ben, on le fait rarement. Donc, on se renforce pas, puis on peut perdre la mobilité en flexion. Et puis, il y en a des fois que ça pourrait quasiment faire un effet nocebo. Donc, ça, c'est très documenté, très étudié de plus en plus, que ça peut créer de la douleur aussi. On se fait tellement dire que c'est pas bon. Donc, le corps, le cerveau peut réagir puis envoyer un signal de protection, de spasme, de douleur, de protection parce qu'il est conditionné à se faire mal en flexion, alors que ça ne crée pas un dommage nécessairement à tout le monde de la flexion lombaire. Tu sais. Ouais, puis j'en reviens avec un petit flashback de ce qu'on parlait, la difficulté à prouver la prévention, ces exercices-là, l'efficacité. Ben, c'est simplement parce que c'est multifactoriel, une douleur au dos. Il y a plein de sous-catégories un peu partout. Tandis que quelque chose de si simple que
une blessure traumatique au membre inférieur, entorse de cheville, entorse de genou, c'est prouvé hors de tout doute que de la proprioception, contrôle moteur, va faire un beau travail de prévention puis de traitement aussi. Fait que si on applique la même logique à quelconque douleur lombaire, bien entendu, en catégorisant comme il faut, ben on les voit en clinique, nous, nos patients là, qui font leur core, qui retrouvent leur confiance en leur mouvement de flexion pour la catégorie qu'on vient de décrire. Puis après ça, la progression est généralement très belle. Il faut juste trouver la sous-catégorie, puis pas utiliser du core à toutes les sauces pour tous Exact. les patients. Là. Fait que D'accord. Puis, bien, bon point. Là, on avait vu un schéma, je pense que c'était une étude en 2020, où tu avais comme une espèce de schéma avec des couleurs qui montraient toutes les conditions ou tous les facteurs qui peuvent influencer les lombalgies. Puis il y en avait tellement tout autour. Là. J'ai l'image en tête, je l'ai dans mon téléphone. Là. Quelqu'un l'avait publié sur le groupe de technologues et physio du Québec. Bref, oui, contrôle moteur, le corps, tout ça, mais d'éduquer à nos patients aussi. Tout ce qu'il y a autour, l'insomnie, quelqu'un qui fume, la sédentarité, des conditions associées qui sont tellement importantes. J'ai fait de mon FCAM récemment, donc en thérapie manuelle. Puis, donc, c'est de la thérapie manuelle, des techniques d'évaluation, de traitement, des manipulations, des mobilisations. On parle beaucoup de ces facteurs-là aussi biopsychosociaux. On peut faire un excellent traitement, mais si la personne ne dort pas bien, on n'améliore pas ça, la position de sommeil, etc., mais il ne va pas récupérer. Fait de toujours garder ça en tête, d'éduquer nos patients par rapport à ça. D'ailleurs, des fois, j'ai des entreprises qui me demandent de faire des fois des ateliers pour prévenir les blessures dans les charges avec des employés, tout ça. Puis, je leur parle souvent que oui, des fois, il y a une certaine façon qu'il faut quand même lever les charges, etc., mais c'est aussi tout ce qu'on fait aussi en dehors du travail qui peut affecter aussi, qui peut vraiment augmenter le facteur de risque de se blesser. Par exemple, la cigarette, c'est un très, très grand fléau où ça diminue beaucoup la récupération, ça diminue le processus de guérison et puis ça active les récepteurs à la douleur. Quelqu'un qui fume, par exemple, pourrait se faire mal dans le dos, puis c'est un grand facteur de risque, selon moi, qui est pire que la façon qu'on soulève la charge, en fait. Le manque de sommeil, si on fait le party avant d'aller travailler, la veille, qu'on dort pas bien, c'est des grands facteurs de risque de se blesser, ça. Puis parlant justement, si on y va avec cette population-là de travailleurs avec des habitudes de vie un peu douteuses, on va y aller avec des scénarios cliniques. C'est quoi premièrement, ton programme idéal ou disons ton programme pour gens qui en ont pas vraiment beaucoup fait? Par où tu commences? Comment tu fais pour les motiver la plupart du temps? Comment tu fais pour les intégrer dans un programme de corps? Pas toujours facile parce qu'on n'a pas toujours la population athlétique qui veut un programme avec 8 exercices puis toute leur répétition décrite partout sur la feuille. Donc, comment tu vois ce continuum-là partant d'une personne qui en a jamais fait? D'accord avec toi, puis des fois, c'est comme l'inverse où des gens qui veulent vraiment pousser. J'ai besoin de faire la planche, d'entraîner mes abdos, alors que c'est pas tant ça leur problème, ou sont un peu trop toniques. Des fois, il y a des stratégies quand on a une lombalgie, surtout quand c'est plus aigu, où les gens sont très toniques. Au contraire, ils se protègent beaucoup. Ils vont faire beaucoup de bracing, tout ça. Puis, eux, je leur donnerais pas, surtout s'ils n'ont pas de problème d'instabilité lombaire. Donc, il y a des gens qui voudraient en faire, mais ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée. Fait que je leur explique pourquoi. Je ferai une autre approche avec eux. Mais sinon, d'autres personnes qu'on juge que c'est nécessaire. Donc, s'il y a une instabilité lombaire, c'est parce qu'on a perdu de la stabilité lombaire. La stabilité lombaire, il y a des concepts qui sont un peu plus passifs, ligaments, capsules, les articulations, etc. On peut perdre ça, par exemple, quelqu'un qui a eu plusieurs traumatismes ou une chirurgie qui a eu une fusion au niveau d'une vertèbre, et que les vertèbres qui sont en haut ou en bas peuvent être instables ou hypermobiles. Donc, il y a des facteurs de risque qui peuvent toucher des structures un peu plus passives. Ensuite, il y a tout ce qui est plus contractile, les structures un peu plus actives, les muscles transverses et obliques, diaphragme, etc., etc. Puis après, le système nerveux aussi, là, au niveau du système nerveux qui vient travailler l'équilibre, la coordination, tout ça. Fait que, bref, quand quelque chose vient toucher un des systèmes, on peut être en présence d'une instabilité. Fait que pour les patients, comment j'amène ça? En général, j'essaie de garder ça simple beaucoup, de pas trop compliquer les choses. Puis en premier lieu, c'est aussi avec l'évaluation pour voir aussi dans quelle direction il est instable, aussi dans quel plan de mouvement. Parce que les gens parlent beaucoup de la planche abdominale, tout ça, mais on se rappelle, il y a plusieurs plans de mouvement. Donc, un plan un peu plus rotatoire,
un plan plus sagittal ou frontal. Donc, quel plan de mouvement est problématique? Puis je trouve déjà ça nous guide à trouver quel exercice faire. Là. OK, fait que toi, tu y vas vraiment avec. Bon, il y a une reproduction de symptômes dans cette direction-là. On va essayer de. Est-ce que tu y vas avec une stratégie directement on the spot, comme on dit, là, où est-ce que tu vas faire contracter, tu vas faire un petit peu de bracing, tu vas dire réessaye-le, est-ce que ça t'aide? Est-ce que c'est comme ça que tu fonctionnes ou tu vas utiliser d'autres stratégies ou tu vas aller coucher la personne sur le dos? Comment tu choisis ta position, premièrement, là, pour faire l'exercice? Ouais, puis je pense qu'il n'y a pas une seule façon de. J'ai vraiment pas la prétention que ce que je fais est nécessairement la meilleure chose. Justement, chacun, tu sais, on peut voir quelqu'un pourrait avoir une instabilité et voir 10 physios différents qui vont probablement tout le monde l'aider très bien, puis vont peut-être faire des exercices, une approche en thérapie manuelle différente, tout ça, puis ça va bien progresser. Moi, je dirais, de trouver, premièrement, en fait, est-ce qu'il manque de contrôle moteur ou des fois, ça peut être à cause de la douleur aussi. Ou est-ce que ça peut être à cause d'une dysfonction articulaire qui fait qu'il est trop tonique d'une certaine région ou instable ou de voir la cause. Il y a des gens que je préférais travailler un peu plus leur amplitude de mouvement, faire la thérapie manuelle, travailler les hypomobilités et si on juge pertinent de faire du contrôle moteur au début ou un peu plus tard, allons-y. Je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est toujours c'est tellement important, puis on en parle souvent. J'écoute tous les entrevues que tu fais, puis on en parle souvent que il faut que ça vienne chercher les patients aussi, selon leurs objectifs aussi, selon leurs intérêts. Puis des fois, je pense qu'on trouve un exercice qui est trop compliqué à s'installer, qui n'a pas trop rapport avec ses habitudes de vie, avec ses objectifs, ses sports. Il ne fera pas trop, puis il ne va pas trouver ça trop pertinent. Mhm, mhm. Puis c'est là que rentre le fameux débat de, je sais pas si tu connais les deux écoles de pensée là, de Paul Hodges, l'Australien, bon, que tu as parlé tantôt. Exact. Lui, beaucoup dans, bon, justement, les Australiens, le petit contrôle moteur fin, où est-ce que là, tu vas être couché sur le dos, tu vas aller sentir ton transverse. Faut pas trop que tu braces, faut que tu fasses ton activité là, vraiment, bon, à basse vitesse, tout ça. Puis après ça, bon, t'as le Stuart McGill, qui est vraiment basé sur le lift, le powerlifting. Puis là, on renforce les gros groupes musculaires. Puis là, ben, l'approche veut que si tu braces et tu es capable de faire ça, ben, c'est probablement parce que tu as fait toutes les étapes préalables, parce que tu es capable d'accomplir Exact. la tâche. Fait que toi, est-ce que tu passes beaucoup de temps dans les premières étapes à l'australienne ou tu vas rapidement ailleurs dans le continuum? Mais encore, comme ces deux approches-là, je pense qu'il peut y avoir une pertinence. Stuart McGill, lui, parle beaucoup de garder un lombaire neutre. Donc, il est un peu anti-flexion lombaire. Puis, je pense que cette personne-là a apporté beaucoup aussi à notre profession, tout ça. Cet aspect-là, je ne suis pas tant d'accord qu'il faut éviter la flexion lombaire. Il y a beaucoup de personnes qu'il faut la travailler. Il y a des patients que ça soulage beaucoup. Après, moi, c'est comme ça que j'ai appris à l'université aussi de activer le transverse sur le dos sans trop contracter les grands droits, tout ça. Puis, je trouve que c'est encore pertinent. Il y a des études aussi qui démontrent que c'est très bien. Je le fais aussi. Il y a plein de patients on ne fait pas de cascade, que c'est ça qu'il faut faire. Il faut y aller doucement. Personnellement, je ne l'utilise pas trop souvent, mais de temps en temps, bien sûr, sur le dos, d'activer le transverse. Mais je trouve qu'en général, dans les cours à l'université, tout ça, même pour des physios qui sont super athlétiques, super en forme, c'est tellement difficile de le faire. Puis des fois, je trouve que ça peut être démotivant de l'enseigner, tout ça. Puis je trouve que les patients de le faire 10 fois 10 secondes, plusieurs fois par jour, ça peut être tannant des fois. Puis je trouve que c'est encore pertinent, mais peut-être pas pour tout le monde. Puis en fait, on sait qu'il ne contracte pas tout seul le transverse. Il contracte avec d'autres muscles aussi. Fait que je vois plus ou moins la nécessité de toujours vouloir l'isoler alors que la plupart des structures dans le corps travaillent ensemble. Il y a des unités musculaires, des chaînes musculaires, des slings, et ils travaillent ensemble. Puis je pense pas qu'il peut contracter nécessairement tout seul le transverse. Peut-être si on l'isole, mais en général, dans les activités de la vie quotidienne, dans le sport, il contracte avec des autres muscles. Fait que moi, je me dis, si l'oblique interne ou externe ou le grand droit, il contracte un petit peu, mais que le transverse contracte très bien, je suis content quand même. Ensuite, pas pour tout le monde, bien sûr. Autrement dit, si tu as quelqu'un qui est adepte de yoga, pleine conscience, ces choses-là, tu pourrais aller là-dedans pour aller chercher une certaine conscience corporelle parce que la personne est très motivée par ça. Puis si la personne est plus
exécution de sport, stop and go, vitesse, soulèvement de charge, ben là, tu vas passer moins de temps dans cette étape-là, tu vas aller vers des choses qui sont plus dans son champ d'expertise puis d'intérêt. Tu as très bien dit, quel bon résumé. Puis, en même temps, le meilleur exercice aussi, c'est celui qui va être fait aussi, tu sais. Quelqu'un qui ça va plus le chercher, qui aime ça aussi, qui le fait plus, il va plus progresser probablement que s'il y avait un exercice qui est démotivé, qui n'aime pas trop, qui ne fait pas, tu sais. Puis toi, est-ce que tu as assisté à cette mode-là? Moi, à mes débuts de pratique, ça fait 19 ans, on avait une mode les patients faisaient beaucoup, beaucoup de redressement assis, les pieds fixés. Puis, ben, non seulement ils réalisaient que c'était pas tant des abdos qui travaillaient, mais beaucoup fléchisseurs de la hanche, énormément, surtout si les pieds sont fixés. Puis, beaucoup, beaucoup de problèmes, là, notamment bombement discal, hernie discale, etc. Ben, probablement par le surplus de flexion, hein, comme on dit. La seule mauvaise posture, c'est celle-là que tu fais trop souvent. Est-ce que tu as assisté à ça? Puis après ça, l'existence de la planche qui est arrivée sur le marché un peu plus, puis toute la progression, tout ça. Je pense que c'était un peu plus avant que j'ai gradué, mais je l'ai vécu à travers quand même, tu sais, j'étais entraîneur avant d'être physio, donc dans les années 2000 au début, puis je voyais beaucoup ça, beaucoup de publications par rapport à ça, les flexions, tout ça. Encore, je trouve que, tu l'as bien dit, c'est de façon abusive, c'est pas pour tout le monde. Si quelqu'un a une problématique discale aiguë, on peut avoir des problématiques discales qui sont asymptomatiques, bien sûr, il faut faire attention à ça. Mais encore une fois, tu sais, je pense que la flexion lombaire est un peu trop démonisée. Exact. Alors qu'un redressement assis, on en fait quand on sort du lit, on en fait quand on fait des sports de lancer, tout ça. C'est très bien, mais si on fait que ça, si tu fais 1 heure de push-up, tu vas peut-être que tu vas te faire une petite tendinite à l'épaule, une tendinopathie. Si tu fais 1 heure de redressement assis, peut-être que tu vas avoir mal au dos aussi. Est-ce que c'est pour tout le monde aussi, quelqu'un qui est déjà beaucoup en flexion, beaucoup assis au travail, en télétravail, en auto, devant Netflix, devant la télévision? Est-ce que je donnerais des redressements assis? Il est déjà beaucoup en flexion, peut-être que je favoriserais plus de l'extension, travailler plus les extenseurs, tu sais. Mais je pense qu'il y a des populations qui ont des sténoses spinales, par exemple. On parle d'athlètes, mais il y a des gens un peu plus âgés que la flexion lombaire va soulager, ou quand ils poussent un panier d'épicerie, ou quand ils montent une côte à la marche, ça leur fait du bien, puis ils sont un peu plus en flexion lombaire. Peut-être que des petits redressements assis, ça serait pas mauvais pour des personnes comme ça aussi, tu sais. Ben oui, au contraire, eux, il faut que le six-pack fasse la job, reste en position raccourcie, puis exact. C'est sûr de favoriser une petite flexion lombaire. Fait qu'il faut qu'ils deviennent des champions à maintenir cette position-là, en fait. Exact, ça ouvre l'espace, le canal médillaire aussi, ça peut aider pour ça. Puis, il y a une certaine adaptation aussi. Il y avait une étude, je pense que c'est plus avec la course à pied, qui montrait que les disques intervertébraux vont être un peu plus forts, un peu plus épais. Je l'ai pas avec moi, l'étude, ça fait longtemps que je l'ai lu, là, qu'il y avait une certaine adaptation, en tout cas chez les coureurs, au niveau du disque intervertébral. Puis on croyait, moi, j'avais appris aussi qu'il ne s'adaptait pas, le disque, on avait un problème discal symptomatique. Il n'y a pas beaucoup de potentiel, tu pouvais aller mieux, mais finalement, il y a une certaine adaptation à ce niveau-là. Fait que, puis sûrement que ça s'adapte moins vite qu'un muscle, par exemple, mais une certaine adaptation quand même. Fait que c'est rassurant, tu sais, je pense que ça peut être pertinent encore, ces tests-là de redressement assis. D'ailleurs, on en parle dans le cours, il y a des certaines données, tu sais, on peut tenir les pieds du patient, puis on le tient à peu près à 60 degrés, là, tu sais, un angle, là, c'est pas si évident, puis il y a des façons de le faire, puis il y a des gens que ça fait pas si mal au dos aussi. Ça peut être fait de façon raisonnable. Ouais, ça me fait penser, Dominique, c'est quoi C'est sûr qu'on est en format podcast, on n'a pas d'image nécessairement, là, mais est-ce que tu es capable de nous décrire ta batterie de tests, là? Quelque chose de simple, là. Je veux pas qu'on teste les personnes pendant 3 heures. Les gens veulent pas se faire tester pendant 3 heures, mais disons ton top 3 tests là, qui te fait dire, cette personne-là a vraiment un bon core. Donc, je vais la laisser tranquille avec la portion core pour le moment. On va focuser sur d'autres aspects de mon traitement. Mais comment tu fais ton screening de tout ça? Mais je dirais, probablement, l'examen subjectif est tellement important. Quelqu'un qui, c'est une femme enceinte, la relaxine, tout ça, des épisodes de blocage ou peut-être une instabilité sacro-iliaque, lombopelvienne, au niveau du dos. Fait que souvent, l'examen subjectif va nous donner beaucoup d'informations. Est-ce que la personne a eu des traumatismes, par exemple, une patineuse artistique qui est tombée plusieurs fois sur les fesses, plusieurs traumas, un gymnaste, par exemple. Fait, des fois, ça peut donner un son de cloche. Quelqu'un qui a des épisodes de blocage, souvent, ça peut être signe d'instabilité.
Après, les tests, mais il y a beaucoup d'observation aussi, des mouvements actifs. Des fois, des gens qui font une flexion lombaire, puis là, souvent, ils se mettent les mains sur les cuisses en se redressant. Peut-être signe d'instabilité, ça pourrait être ça. Des mouvements qui sont aberrants. On revient, puis la flexion, il y a comme des petits shifts, des mouvements. Fait que l'observation, ça pourrait être un premier test, je te dirais. Après, il y a des tests qui sont un peu plus, mettons que je les combine, des tests qui sont un peu plus passifs. Fait qu'il y a des tests qu'on peut faire où on vient regarder la mobilité accessoire au niveau, parce que l'instabilité, ça peut être aussi une augmentation des mouvements accessoires. Il y a des tests en thérapie manuelle qu'on vient faire un cisaillement postérieur, antérieur, rotatoire d'une vertèbre. Ça, c'est passif. Après, on peut déceler qu'une instabilité passive dans une direction articulaire, mais après, on regarde est-ce qu'en actif, ça peut se corriger. On fait contracter le transverse ou l'hémitifide, si tu mieux ou pas. Il y a l'aspect plus actif. Après, ben, il y a plein de tests difficiles d'en choisir deux ou trois, mais sans rentrer trop dans les détails, on peut en préciser avec plaisir s'il y a des gens qui veulent des détails, si tu veux détailler des choses, l'équilibre unipodal qui peut être diminué chez des gens qui sont lombalgiques. Ensuite, il y a plein d'autres tests debout, bien sûr, mais il y a des tests aussi sur le dos, par exemple, active ASLR, donc le SLR actif, que les gens, on lève la jambe, souvent une sensation de lourdeur, plus de difficulté d'un côté. On peut faire des compressions, venir activer des muscles. Le PASLR sur le ventre. Il y en a pas mal. Puis après, il y a des globaux. On peut faire nos tests d'instabilité aussi sacroiliaque, lombaire qu'on parlait, etc., etc. Après, ça, c'est peut-être un peu plus généraux en physio, mais après aussi des tests peut-être un peu plus de kinésiologue, où on peut... là, c'est là que des fois, je vais plus aller chercher la fonction du patient. S'il y a de la misère quand il soulève des sacs d'épicerie, je préfère donc plus un plan frontal, prendre une charge dans une main. Là, j'ai pas de données nécessairement pour ça, mais ça pourrait être aussi des planches latérales qui est dans ce plan-là. Je compare des deux côtés. On peut faire aussi la planche aussi, bien sûr. Il y a certaines normes qu'on peut faire. J'aime bien sinon un mouvement qui est, oui, stabilité, mais aussi plus une mesure de force, d'endurance lombaire sur le ventre. C'est un de mes tests préférés pour plusieurs personnes, pas tout le monde, mais plusieurs personnes, sur le ventre qu'on vient faire une extension lombaire et du membre inférieur aussi en même temps, tenir cette position. Le Superman, Superwoman, le test de Sorensen en 1964, je pense, modifié. Le test de Sorensen, il y avait des pieds attachés. On peut le faire les pieds attachés, mais on peut faire de cette façon. Je trouve que c'est un test intéressant. Je pense que toi aussi, peut-être tu l'utilises. Je te vois. Ouais, quelque chose d'intéressant. Puis en fait, il y a un kinésiologue qui m'a montré comment le faire avec un ballon d'exercice dernièrement. J'avais même pas réalisé qu'on peut faire ça parce que le vrai test de Sorensen, ça te prend deux sangles, puis là, tu attaches ton patient sur la table. Un petit peu de protocole, disons. Là. Puis, bien entendu, les planches, ça fait partie de mes principaux exercices. Je vais regarder la personne faire le redressement assis. Personnellement, j'y vais, bon, les pieds pas attachés. Puis j'y vais avec juste un décollement de la région scapulaire. Puis encore là, bon, ça dépend de la personne. On peut amener beaucoup de flexion, ça ne me dérange pas, moi non plus. Là, j'ai pas de problème avec ça. Mais oui, on va regarder la difficulté à le faire. Est-ce que c'est facile, difficile? Puis après ça, planche, j'aime bien, là, c'est une population plus athlétique, aller chercher des planches, mais avec des mouvements de pied. Tu vas à peine soulever ton pied, puis là, tu vas faire comme si tu glissais un popcorn sur le côté le plus loin possible. Puis là, on va regarder, bon, est-ce que c'est facile, difficile? Parce que c'est pas nécessairement parce qu'une personne est capable de tenir une planche 2 minutes qu'elle n'a pas de problème au niveau dynamique. Hein. Fait que l'aspect une jambe, super important. Est-ce qu'on peut parler de deadlift à une jambe? Il y en a qui vont parler de faire l'avion, comme si tu voulais ramasser une pièce de $1 ou 2 au sol. Tu vas regarder la personne, là, vraiment, elle a-tu une perte d'équilibre? Symptômes, des choses comme ça. Puis la plupart du temps, c'est en rééduquant. Oui, je dirais qu'il y a une catégorie de personnes qu'au niveau statique, ben là, si t'es pas capable de tenir une planche plus que 10 secondes, j'ai l'impression que tu as du travail à faire. Exact. Mais 2025, j'ai l'impression que les gens connaissent tellement la planche que sont pas mal meilleurs qu'à mes débuts de pratique en physio pour faire une planche. Parce que c'est un exercice qui est très populaire, très, je présume, sécuritaire. Mais au niveau dynamique, c'est là qu'on les prend en défaut la plupart du temps. Exact. Ah, puis il y a quelqu'un qui rajoute ici Ouais. le dead bug, tout à fait. On a bien fait ça, le dead bug qui est donc sur le dos. On peut mettre les jambes dans les airs, les bras aussi. On peut
faire une extension de la hanche. Sa hanche est en flexion, plusieurs variantes. Très, très bon. Ça me fait penser au Bird Dog, celui-là aussi, que là, on est plus à quatre pattes. L'autre, on garde le lombaire bas. Très bon. Puis c'est ça, c'est facilement, j'en parle dans la formation, puis on peut les retrouver aussi. Certains mouvements vont faire un petit peu plus de compression au niveau du dos. Par exemple, une planche, c'était autour de 3500 newtons à peu près, une mesure de force, alors qu'un disque intervertébral peut tolérer beaucoup plus, plus de 10 000, autour de 15 000 même, si ma mémoire est bonne. Donc, quelqu'un qui a déjà mal au dos, c'est peut-être pas bon, mais il y en a plein de populations saines qui pourraient bénéficier de la planche. Mais la planche peut être encore bonne, mais on peut tellement amener beaucoup plus que juste la planche abdominale, qui est un bon mouvement encore. Et parenthèse, ça me fait penser, on parle de la planche, bien sûr, le record du monde est de 9 heures à peu près. Là. Quelqu'un, il peut faire un voyage de Vancouver jusqu'en Italie en avion, puis lui, il fait la planche. Puis, est-ce qu'il est infaillible? Peut-être que je ne connais pas cette personne-là, mais elle pourrait avoir mal au dos, cette personne-là, dans sa vie. On pourrait y parler. Ça ne veut pas dire qu'il est indestructible, peut avoir quand même lombalgie. Ben, c'est parce qu'en plus, ce que tu viens de dire là comme anecdote, c'est intéressant parce que ça m'amène à ouvrir la porte sur. Il y a des gens, probablement, au niveau de la planche, qui sont capables de tricher d'une certaine façon. Moi, je suis pas capable, je l'ai pas trouvé. Mais ça fait en sorte qu'ils sont 100% ou probablement pas si engagés que ça au niveau de leurs muscles, du tronc, puis qui sont capables de tenir la position. Parce que si on regarde la logique, la contraction isométrique, à un moment donné, ça a une fin. Exact. Fait que si, conclusion, si tu tiens ça de 9 heures, c'est carrément parce que tu as un truc, puis tu es capable de. Fait que tout ça pour dire qu'il y a probablement plusieurs patients qui nous font une tricherie en faisant une planche statique qu'on n'est pas capable d'identifier à l'œil nu, mais si on avait tout le temps de l'EMG, on dirait, ben non, c'est pas assez activé en ce moment. Donc, c'est pour ça que moi, justement, je vais aller chercher, puis, le Bird Dog, le Dead Bug, après ça, du unipodal, puis après ça, ben, une planche, mais en bougeant un petit peu tes jambes, en bougeant un petit peu tes bras pour voir comment tu vas te débrouiller. Parce que c'est là, à mes yeux, qu'on trouve l'information la plus valable cliniquement. J'aime ton point aussi, exact. Des fois, il y en a qui pourraient tenir aussi plus longtemps, par exemple, en étant un petit peu trop en extension lombaire. Ils pourraient perdre leur zone neutre, par exemple. Donc, voir la qualité du mouvement. Puis des fois aussi, il y en a qui font très bien aussi, qui sont capables de tenir longtemps, des 5 minutes, 10 minutes, sont très, très bons. Puis qui le font très bien pourtant. Puis ces personnes-là, des fois, il y a des belles variantes qu'on peut faire, comme tu disais, rajouter du mouvement, des instabilités. Des fois, on peut même prendre un élastique au niveau d'une cheville qui tire le pied vers l'extérieur, comme si ça tirait la hanche en abduction. Puis ça vient contracter encore beaucoup plus le transverse du côté opposé. Là. Ah, OK. Et ça contracte encore plus le transverse que s'il y avait deux élastiques, un sur chaque cheville qui tire en abduction, là, comme Bambi sur la glace. Là. Ouais. Si tu fais juste une jambe, tu l'actives encore plus ton transverse. Tu sais, des petits trucs de même, tu es peut-être mieux de tenir 20 secondes avec un élastique, puis ça force encore plus que si tu tiens 10 minutes. C'est trop facile, tu sais. Avoir un effet d'entraînement. Là. Un peu comme toutes les variantes de pont, en fait, qui vont faire en sorte que finalement, la personne va sentir le pont au niveau de ses fessiers et non toujours dans ses ischio-jambiers. Donc, c'est un peu le même principe, là, c'est de développer des trucs pour... D'ailleurs... oui? Ben, je l'ai dit d'ailleurs, le pont, il vient chercher beaucoup plus les multifides que la planche. La planche va chercher bien de transverse. Comme la planche latérale, ça active super bien de transverse. Le pont va chercher plus les multifides que la planche. Fait que, avec nos patients, on focus beaucoup transverse, mais les multifides sont très pertinents, sont attachés directement à sa colonne comme ça. Puis, bon point d'apporter le pont, qui des fois, perso, je l'utilise pas tout le temps, alors que c'est un très bon mouvement. Les hip thrusts aussi, les ponts, il y a plein de variantes sur une jambe. On peut activer aussi un mouvement qui est intéressant, d'activer le grand dorsal pendant un pont. Le grand dorsal du côté opposé. Et quand on fait un pont, mettons, avec la jambe droite, mais tu actives le grand fessier à droite. Mais si on pousse avec le bras gauche, le bras opposé contre la table, on va activer le grand dorsal qui est connecté avec le fascia thoraco-lombaire jusqu'à la fesse opposée. Fait qu'on vient activer des muscles qui travaillent ensemble. Plein de belles variantes, je trouve, qu'on peut ressortir. Ah ouais? Ah, tu travailles avec ça, l'activation du grand dorsal. Je l'ai déjà vu sur une formation, parce que tu tenais un élastique pendant que la personne faisait le pont. Puis là,
présume que quand tu fais la sélection de ça, c'est si la personne exécute mieux l'exercice et ou qu'elle a moins d'inconfort puis qu'elle se sent au bon endroit. Là. Je présume que c'est ça tes critères pour faire la Ouais, sélection. exact. Toutes sortes de façons. Des fois, mettons que c'est quelqu'un, c'est peut-être un peu plus un plan. Il y a un petit plan rotatoire aussi, mais un plan aussi antéro-postérieur. Des fois, par exemple, je vois on parlait du PASLR, donc sur le ventre, une extension de la hanche. Des fois, on peut avoir beaucoup plus de difficultés d'un côté. Puis là, je teste, bon, c'est si tu passes son psoas, c'est raide. Y a-tu moins de force au niveau du grand fessier? Mais des fois, on peut voir, mettons, donc, il est sur le ventre, il fait une extension de la hanche droite, par exemple. Puis, c'est plus difficile, j'ai un peu mal au dos. Puis là, on fait activer le grand dorsal au côté opposé, fait qu'il lève le bras vers le plafond. On fait une résistance manuelle. Puis là, relève donc ta jambe droite encore. Puis là, on peut lui dire, ça change-tu quelque chose? Puis il ne faut pas induire une réponse. Tu mieux? Ouais. Il faut dire, est-ce que ça change quelque chose? Puis des fois, aïe, ouais, c'est plus facile vraiment. Là, je sens que ma jambe est moins lourde ou ça ne change pas pantoute. Puis des fois, ça aide. Je me dis, essayons de l'activer davantage, ces muscles-là, tu sais, avec des exercices comme tu disais. Là. Ah, c'est le fun, tous les petits trucs, les petites variantes, intéressants. Euh, Puis bon, on y va dans le checklist. Là, je m'étais fait des questions, là, mais Je en t'en fait, prie. le redressement assis, il n'est pas banni. Là, je voulais te demander, as-tu un petit checklist de trois quatre critères que tu vérifies pour savoir si un exercice est approprié? Ben là, je présume qu'on en a déjà amplement parlé. Toi, le core, est-ce que tu le tolères avec ou sans douleur ou une petite douleur qui s'en va rapidement après la séance? Comment tu l'abordes avec les patients généralement? Oui, tout à fait. Mais on sait que la douleur aussi peut diminuer le contrôle musculaire, peut inhiber aussi certains muscles. Par exemple, une lésion au niveau du ligament croisé antérieur qui peut inhiber le VMO, le quadriceps. Une lombalgie pourrait inhiber aussi l'activation. On parlait, ça peut faire un délai d'activation. Est-ce que c'est la cause du problème que ton transverse active moins vite et ça donne un problème de dos? Moi, je pense que c'est en général sûrement plus l'inverse, que de la lombalgie peut amener probablement une diminution de la vitesse d'activation de certains muscles stabilisateurs. Fait que je pense qu'en général, c'est bon de ne pas aller trop dans la douleur. Mais il y a des gens, par exemple, aussi qui ont des douleurs un peu plus persistantes. On ne dit plus le mot chronique, là, des douleurs plus persistantes. Ça fait longtemps que des fois, ils peuvent avoir plus de douleur qu'un dommage aussi. Puis qu'il faut réapprendre aussi que un petit peu de douleur, c'est correct. Il y a des gens que je ne vais pas attendre qu'ils aient plus mal puis de leur enseigner est un petit peu mal, mais il faut rééduquer quand même d'aller dans la douleur. Fait que je pense que des gens, des fois, qu'on peut pousser un peu plus, mais en général, de faire attention. J'adore ton point. Je suis un peu de cette mentalité-là aussi de une petite douleur, oui, disons un 3 sur 10 à peu près, puis que la douleur, en effet, disparaît par la suite. Si elle est là un petit peu, une heure ou deux, OK, parfait, mais que ce ne soit pas le soir même, toute la journée, le lendemain, par exemple. Du cas par cas, mais évitons une aggravation des douleurs, bien sûr. Au contraire, on veut que cet exercice-là, cette activation-là aide à aller mieux, à avoir moins mal. Là. Annie Morin, une question. La stabilité cervicale, est-ce que tu la travailles en même temps que la lombaire? Intéressant. Ça vient d'une clinicienne d'expérience que je connais. Je pense que ça dépend des problèmes. Tu sais, il y a des structures, c'est un tout. La stabilité cervicale, moi, j'en travaille beaucoup, même pour des problèmes d'épaule aussi. Stabilité, je vais beaucoup voir aussi le thorax pour des cas lombaires, la région thoraco-lombaire. Donc, certainement, j'imagine que, pas d'emblée à tout le monde, mais des fois, il y en a qui présentent, surtout quelqu'un qui présenterait une instabilité peut-être généralisée, tu sais, les critères de Bayton, tout ça, ou pas une instabilité, une hypermobilité plutôt, que il faut nuancer, là, c'est pas la même chose. Que s'il y a une instabilité lombaire, peut-être qu'il y en a une aussi cervicale. Donc, je ne le regarde pas d'emblée, mais des fois, ça peut être pertinent. Qu'est-ce que tu avais en tête, Annie Morin, peut-être avec la question? T'avais-tu quelque chose en particulier? Je suis Juste sûr que je réponds. préciser si possible. Puis moi, ben, je voulais te demander aussi dans des cas de douleur chronique lombaire. Est-ce que, bon, je disais souvent qu'on l'applique à beaucoup de choses, la stabilisation lombaire, on aime ça en physiothérapie. Puis bon, les Ouais. kinésiologues dans la salle adorent ça aussi. Est-ce que c'est toujours indiqué ou bien tu as des exemples clairs en tête où ce que ça pourrait être, dans certains cas, contre-productif? Ouais, moi, je dirais pas toujours indiqué. Ça peut être souvent indiqué, mais je dirais, il faut s'assurer est-ce qu'il y en a réellement besoin. C'est comme un médecin, s'il veut donner un médicament, mais il va faire une analyse, il va faire des tests, des bilans sanguins, tout ça. Il faut s'assurer que c'est un bon médicament, que la personne s'assure qu'il y a quelque chose de bon. Nous aussi, quand on fait une technique manuelle, ben, il faut s'assurer est-ce que c'est une bonne technique pour mon patient. Si je donne un exercice, est-ce que il y en a vraiment besoin? Ben,
si le patient il n'y a pas une instabilité, il n'y a pas une hypermobilité douloureuse ou moi, j'en donnerais pas. À moins que, même si ça peut être contre-productif, s'il est hypomobile, très raide, j'en donnerais pas. À moins que, mettons que le patient il dit, moi, je fais mes redressements assis, je fais mes planches, ça lui fait du bien. Si ça lui fait du bien, il fait ça depuis longtemps. Je vais très rarement déconseiller de bouger. Au contraire, je vais l'encourager de bouger. Mais je ne vais sûrement pas lui conseiller si on ne fait pas d'en faire, si on n'a pas besoin. Puis je dirais non, pas à tout le monde non plus. En général aussi, les gens sont quand même inactifs, assez sédentaires. On travaille avec les privés, avec des sportifs et des gens moins sportifs, mais la population en général aussi a besoin de bouger. Et puis donc, si y en a qui disent « Ah, j'ai fait un petit peu de planche, ça va bien, j'ai fait une petite progression, mon entraîneur m'a donné ça, puis mettons que je juge que c'est peut-être pas ce qui est plus pertinent, mais ça nuit pas, je vais pas le déconseiller, continue, mais je vais peut-être trouver quelque chose pour travailler ce que je pense qui est plus adéquat en physio. » Fait que bon, pas pour tout le monde, je dirais. Là. Ce qu'Annie veut dire, petite précision, parce que, s'il vous plaît, dans les postures comme le bird dog, on doit tenir compte de la région cervicale, même si ce n'est pas le problème. Oui. Est-ce que, puis ça m'amène à ma prochaine question, on va faire une pierre deux coups, en fait, est-ce que toi, tu es pointilleux, sévère sur l'exécution des exercices avec les patients ou tu es plus, disons, libéral, tu les laisses exécuter, tu te dis, bon, tant qu'ils font un exercice, je suis bien content. Ouais, merci de ta question. Puis pour Annie, oui, exact, c'est sûr que ouais, garder la région neutre, bien sûr, au niveau cervical. C'est la même chose, par exemple, un deadlift aussi. Des fois, on voit des belles hyper-extensions comme ça, où il y en a qui peuvent avoir des maux de tête, des douleurs. Fait que je vais leur proposer, en effet, même si on travaille la région lombaire, de garder la tête neutre aussi, l'équilibre, tout ça. Il y a aussi la vision beaucoup. Donc, la position de la tête est super importante. Et puis, oui, ça, je regarde beaucoup ça dans des exercices comme ça. Il y en a aussi la position de la tête. On ne veut pas se créer de problèmes vestibulaires ou autres, l'artère vertébrale, tout ça. Fait que oui, je regarde ça, bien sûr. Après, on s'adapte. Il y a des patients qui ont la tête un petit peu projetée vers l'avant. Fait que peut-être qu'eux, ça va être plus difficile de garder la tête neutre. J'accepte qu'elle soit un petit peu en flexion. Il est confortable, bien sûr. Oui, puis en plus, ben, un peu comme le lombaire, ça ne veut pas dire que c'est des mouvements qui seraient interdits chez ces patients-là, mais encore plus, la raison de les garder en position neutre, ben, c'est qu'on ne les a pas évalués, ces régions-là, la plupart du temps, parce que là, on traite la région lombaire. Donc, bien entendu, toujours plus sécuritaire, recommandé d'avoir les positions, disons, qui sont... Neutre, je suis d'accord avec toi, exact. Pour les exercices, oui, c'est un bon point parce que il y a comme puis dans les réseaux sociaux, on voit beaucoup ça aussi des fois où là maintenant c'est un peu à la mode de bouger tout simplement, tu sais, qu'on s'adapte, tout ça. Adam Mekin, c'est ça qui met beaucoup ça. On s'en fout s'il est mal fait l'exercice. Puis moi, je pense que je m'adapte un petit peu, je prends un petit peu de tout. Tu sais, je te parlais que j'étais entraîneur avant, là, puis que j'étais tout jeune, j'avais 21 ans pendant mes études. J'allais voir des fois au gym quand Monsieur, votre exercice, vous devriez garder vos coudes plus proches au bench press, tout ça. Puis là, monsieur, dis-moi, ça fait 30 ans que je fais ça de même, j'ai pas de problème. Là. Puis je me disais, bon point, tu sais, que des fois, des mouvements qui sont comme pas parfaits comme on l'a appris, puis pourtant, il y a des gens qui le font depuis longtemps, puis qui sont adaptés, qui sont pas mal. Puis des fois, on voit des gens, j'ai un ami d'enfance qui est un athlète exceptionnel, qui saute très haut, qui est très, très fort, très puissant, mais pourtant se blessait beaucoup quand on s'entraînait. Et puis pourtant, ses techniques étaient impeccables. D'un point de vue physio, si on regardait ses techniques de squat, deadlift, tout était beau, mais il se faisait mal. Il y en a qui ont des techniques parfaites qui se blessent, des gens qui ont des techniques pas parfaites qui se blessent pas. Pas facile des fois, quand on regarde ça sur les réseaux sociaux, tout ça, de démêler ça. Mais en clinique, en même temps, le but, c'est aussi de travailler d'une façon qui est optimale, disons, puis après, la personne bougera dans son quotidien comme il peut, tu sais. Moi, je pense que encore, si on se met trop piqué des fois avec certains mouvements, il fait attends, regarde ça, nerd, attends, ça devient un peu trop militaire. Des fois, ça pourrait démotiver certains, mais c'est pertinent aussi dans beaucoup de cas où la technique va être importante, je pense. Puis je présume que si on peut faire un peu de ménage là-dedans, si je peux aider, c'est que si l'historique de la personne a dit, on va revenir au scénario de la personne qui a toujours mal en extension, qui va faire trop de bracing, va trop penser à sa posture à chaque fois qu'elle va lever une charge, puis tout ça,
Puis là, à chaque fois que tu lui fais faire des exercices en clinique, ben, elle retourne dans son défaut ou dans son surplus d'extension lombaire. Ben là, je présume que là, tu veux la ramener vers du neutre, un petit peu plus de la flexion, ces choses-là. Donc, c'est là qu'on va être plus pointilleux, sévère. Mais effectivement, bon, il y a un autre adage qui dit que si le pot n'est pas cassé, essaye pas de le réparer. Nous, c'est sûr qu'en physio, on a un certain biais. Là, les gens qui viennent nous voir, ils ont de la douleur. Donc, nous, on a l'avantage de voir est-ce que le changement que je te propose, que je te suggère, est-ce qu'il va diminuer ta douleur ou l'empirer? Donc là, on a notre réponse un petit peu plus dans l'algorithme comme ça. Je dirais pas en essai-erreur, mais au moins au niveau empirique, avec notre expérience, avec notre client, ben, on a nos réponses assez rapidement. Je suis d'accord avec toi, puis très bon point, puis ce qui m'amène aussi, je trouve un point important, on parlait, oui, des exercices pas trop en données, trouver des mouvements qui sont agréables, faciles à faire, etc., mais c'est l'importance de voir les patients. Puis je trouve que ça, des fois, on n'en parle pas beaucoup. Combien de temps il faut, combien de fois il faut le voir, quand est-ce qu'il faut le revoir. Puis la plupart des études, même de contrôle moteur, là, il y a une certaine fréquence. C'est rare qu'on donne un exercice puis on dit au patient, reviens me voir dans un mois, par exemple. C'est important de faire un certain suivi avec les patients parce qu'ils ne font pas tout le temps de façon optimale, puis de ne pas penser assurément que tout le monde va bien les faire tout ce temps-là. Fait que je pense que dans les études, souvent, il y a des gens qui c'est une fois, 2 fois semaine même qu'on les révise, les exercices. Puis rapidement, des fois, on se rend compte, hey, le patient, il va bien trop vite. C'est vraiment pas le message que c'est vraiment pas la façon qu'on l'a vu. L'importance de réévaluer ça, tu sais. Puis en clinique, on donne un mouvement, oui, puis d'essayer de revoir le patient, puis de le corriger, hey, montre-moi ton exercice, puis de pas prendre pour acquis que c'est tant bien fait, puis de garder en tête aussi que, finalement, on se rend compte que c'était peut-être pas le bon mouvement ou, OK, finalement, il faut que je sois un peu plus piqué sur la façon de le faire ou moins. Puis, quand on le revoit un peu plus tôt, on peut corriger ça, faire des régressions ou des progressions, ce qui est tellement important, tu sais. Puis ça m'amène à te demander, justement, tu te dis, bon, s'adapter avec la personne, puis d'aller chercher le bon exercice au bon moment, puis tout ça. Puis pour terminer l'entrevue, parce que ça tire à sa fin, mais je veux vraiment qu'on aborde la portion soulèvement de charge. Parce que toi, bon, tu as un certain biais, tu lèves beaucoup de charges toi-même, tu en donnes souvent aux patients. Puis je t'ai déjà entendu parler, tu es de l'opinion qu'on n'en donne pas assez à nos clients la plupart du temps parce qu'ils soulèvent déjà des charges-là dans leur quotidien, beaucoup plus qu'on pense. Puis il faut les amener vers ça dans nos cliniques, que ce soit nous ou via un kinésiologue, peu importe. Mais je t'amène sur un scénario de quelqu'un qui a eu un bon épisode, tu sais, dernier discal, lombosciatalgie, ça a duré un processus de 6 mois. C'est quoi ta liste de critères ou un moment clé pour dire, bon, là, c'est le temps de recommencer à soulever de la charge. Puis, bon, j'aimerais que tu t'envoies ton message à tous les gens qui nous écoutent, là, savoir à quel point c'est important pour toi qu'ils se remettent à soulever de la grosse charge. Oui, puis aussi, en plus, la musculation, c'est l'entraînement en force musculaire. Tout ça, ça prévient beaucoup les blessures de surutilisation puis de traumatisme, de 50% même. C'est une très, très bonne modalité qu'on devrait vraiment beaucoup plus enseigner, je trouve, à nos physios. Puis, il y a beaucoup de mythes par rapport à l'entraînement. Mais là, heureusement, c'est quand même beaucoup plus connu l'entraînement, dû à diverses raisons. Aussi, il y a de plus en plus de femmes qui s'entraînent. C'est tellement important. En fait, la plupart des gens devraient s'entraîner. Pas tout le monde. Il y a des contre-indications à l'entraînement, mais à quel point c'est super pertinent. Et il y a eu des études qui démontraient que souvent, on a peur de blesser nos patients, des fois, qu'on load, qu'on ne charge pas assez certains patients. Du cas par cas, bien sûr, encore, il y a des gens qui veulent y aller un peu vite. Des fois, il faut y aller un peu plus doucement. Et si on a des symptômes neuro, etc., etc. Et il y a des gens qui ne veulent pas soulever de charge, mais il faut faire de l'éducation puis les encourager, bien sûr. Moi, je dirais, par exemple, un deadlift. Donc, est-ce que la personne, premièrement, il faut être capable de faire une flexion? Est-ce qu'il est capable de tolérer, de se pencher vers l'avant? Il y a le fameux hip hinge aussi, une flexion des hanches sans flexion lombaire. Est-ce que la personne peut contrôler ça, le faire sans charge? Des fois, je le montre avec un bâton, on vient se pencher, et puis sans que ce soit une flexion lombaire, mais vraiment une flexion au niveau des hanches. Je pense que certains patients, ça peut être nécessaire de bien démontrer ça, qu'ils maîtrisent bien avant de mettre une barre. Ensuite, il y a des étapes de progression. On peut faire avec un kettlebell, de commencer moins bas, mettre une boîte pour descendre le poids pas trop bas. Parce que des fois, si on prend une barre, par exemple, une barre olympique qui est 45 livres,
Des fois, les gens vont peut-être descendre plus bas parce que tu n'as pas les poids, des fois, qui viennent bloquer le mouvement. Fait qu'il y a des étapes quand même où on peut réduire l'amplitude de mouvement et augmenter les charges graduellement. Moi, je l'utilise avec des gens qui ont des psychopathies, des hernies discales même, des gens que ça prend des semaines, des gens que ça prend un an, ou c'est pas tout le monde, bien sûr, mais qu'on commence des petits deadlifts, par exemple, en partant des genoux, avec une moindre amplitude de mouvement. Et puis, et au contraire, rapidement, ça va bien, même ça leur donne même un effet placebo fort de confiance. Ils voient qu'ils peuvent soulever des charges. C'est très puissant, ça. J'ai une dame qui a levé 135 livres au trap-bar deadlift, puis elle était tellement fière, elle soulevait plus que son poids. Fait que ça, je trouve que ça responsabilise beaucoup les gens, un effet comme ça. C'est ça, de voir, tu es fier de toi, tu sais. Puis, ça, je dirais globalement mes étapes de progression. Puis aussi, un petit mot aussi, moi j'adore ça, mixer beaucoup les modalités en physio qu'on peut utiliser. J'utilise l'électrothérapie, j'utilise beaucoup la thérapie manuelle, j'utilise des tapes, j'utilise des exercices. Renforcement, c'est très fort. Avec mes patients, j'utilise beaucoup ça. Puis tu as un effet d'entraînement aussi avec les charges. Par exemple, mettons un homme de la construction qui soulève des charges légères à modérées, mais plusieurs fois par jour. Ça va pas nécessairement créer un effet d'entraînement pour solidifier son dos. Un peu comme quelqu'un pourrait marcher 20 000 pas par jour, ça ne fait pas de cette personne-là un marathonien ou que ça fait que c'est un cardio. Il peut être très en forme pareil, mais ça ne fait pas des stimuli qui pourraient faire de l'entraînement autant qu'un entraînement comme un deadlift, par exemple. Super, Dominique. Tu as relevé le défi avec brio. C'est la marque d'1 heure, c'est ma Hop, promesse. Entrevue qui s'arrête après 1 heure. Mais bien entendu, si vous voulez en savoir plus, ben, allez voir Dominique en présentiel chez Atlas Medic ou googlez l'information. Vous allez trouver ses prochaines formations. Formation d'un jour, très, très pertinent là, en merci. présentiel, très clinique, très applicable. Puis donc, bon, premier commanditaire, Atlas Medic. Après ça, ben, on remercie Clinic Master qui sont avec nous depuis le tout début, qui ont permis la 6e saison des événements Physio Bistro. Et puis, services d'électrothérapie qui sont là pour accompagner votre clientèle dans tout le processus. Hein. S'ils ont besoin de stimulation musculaire, ces clients-là, s'ils ont besoin de TENS pour mieux gérer leur douleur, les gens de CET développent une expertise de plus en plus de oui, tu vas utiliser le TENS, mais tu vas faire une approche, une activité approche active pendant que tu utilises le TENS pour diminuer ta douleur. Donc ça, c'est l'approche future avec les gens de services d'électrothérapie. Mes petites annonces pour finir. Bon, on voit que les gens apprécient sur le chat. Merci beaucoup. N'hésitez pas à donner beaucoup d'amour à Dominique, les thumbs up. Partagez le vidéo à vos amis, ça va être super apprécié, les collègues. Hein, on veut aider le service aux patients dès le lendemain matin au niveau de la francophonie. Donc, moi, mon but, c'est toujours de s'assurer qu'on est capable de faire évoluer nos clients ensemble. Et puis, bon, prochain événement, il y a un webinaire Zoom privé, 35 en direct, 40 en rediffusion. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. C'est Josiane Roberge qui parle. Il y a un certain lien avec ce qu'on parle ce soir. Elle parle d'optimiser le traitement de la région thoraco-lombaire. Josiane Robert, physiothérapeute FCAM, qui est quand même connue, qui a fait les Jeux olympiques à Paris cet été. Donc, allez voir sur lepointdevente.com. Faites juste écrire physio dans l'outil de recherche, puis vous allez trouver Josiane Roberge, optimiser le traitement de la région thoraco-lombaire. C'est le 13 mai prochain, donc dans une semaine. Et puis, il reste un événement Physio Bistro, le 5e événement de la 6e saison. Ça va être avec Eve Chaput, qui est physiothérapeute, FCAM. Puis là, on va se poser des questions sur savoir à quel point, dans quelles circonstances, à quel moment c'est important d'être spécifique avec notre thérapie manuelle au niveau autant de l'évaluation que du traitement. Donc ça, c'est le 20 mai, dans 2 semaines, ici même sur la page Facebook de Réseau Physio. Donc, abonnez-vous. Faites des likes et puis c'est comme ça que vous allez suivre les prochains événements. Merci beaucoup, Dominique.